Pour situer un peu mon propos, en fait, c'est rattaché à mon histoire personnelle, bien sûr. Donc, encore une fois, dans le livre, il y a des choses qui sont personnelles, mais c'est toujours ouvert, en fait. Donc, c'est pas un mémoire, une autobiographie. Je raconte beaucoup de choses de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie adulte aussi. Et donc, en particulier, tout ce chapitre consacré à la phobie sociale. Je dis bien phobie sociale parce que moi, quand je me suis reconnue là-dedans, il y a 25-30 ans, c'était phobie sociale qui était le mot le plus courant. C'était pas très courant, pas connu du grand public, on va dire, mais c'était phobie sociale. De nos jours, c'est vrai qu'on parle davantage d'anxiété sociale. Après, on va y associer de l'hypersensibilité. Les choses sont un peu plus comme camouflées, minimisées aussi. Mais la phobie existe en tant que telle, et l'anxiété qui est liée aussi. Bref, tout ça pour dire que les termes évoluent, certains sont évacués au profit d'autres et tout. Euh, et que voilà, à un moment donné, je me suis dit, bah ouais, effectivement, j'arrive pas à m'adapter dans ce monde, j'ai peur des autres, je m'autorise pas à fonctionner comme je fonctionne, je sais pas comment je dois fonctionner, tout simplement. C'était même plus ça, c'était ma question permanente était comment je dois faire pour que les choses se passent au mieux pour moi. Et les choses se passent au mieux, ça voulait dire je vais pas être embêtée, on va rien me reprocher, il va rien m'arriver de grave. Donc ça sous-entend, hein, c'était très clair, une vie de survie que j'ai bien expliqué pour moi, je sais pourquoi, hein, ça vient de séquelles, on va dire, traumatiques, que je ne suis pas seule à porter, c'est tout un environnement, tout un passif. Euh, et eh ben, waouh, on se dit, waouh, c'est très lourd. Donc en fait, quand on arrive là-dedans, euh, on va dire le réflexe, c'est effacer, raser l'anxiété, c'est s'en débarrasser. Donc, grosso modo, il y a un peu comme deux voies, c'est soit je vais me bourrer de médicaments, suivre ma thérapie, et puis voilà, ça va aller tant bien que mal. Euh, soit je fais tout ce qui est possible pour alléger les choses. Donc je vais éviter de faire telle ou telle chose, d'aller dans tel ou tel endroit. Ce qui fait qu'on peut aussi développer ce qu'on appelait un trouble de la personnalité évitante. Donc ça, c'est des termes que je m'appliquais à moi-même quand j'avais 20-25 ans. Je dis, bah oui, j'ai une phobie sociale et j'ai une personnalité évitante. Donc, c'est pas question de dire c'est vrai ou faux ou quoi, peu importe. Les étiquettes sont ce qu'elles sont, elles nous servent à un moment donné à mettre le doigt avec le pouvoir limitant des mots sur quelque chose qui se joue au très fond de nous. L'important, c'est de pouvoir reconnaître, venir toucher à l'intérieur de nous les sentiments, les sensations et reformuler les choses à sa manière, pas forcément les mots d'ailleurs, mais créer quelque chose. Parce que sinon on s'enferme. Donc en fait l'écueil est très simple, hein, ça veut dire qu'effectivement on peut continuer dans une vie de survie en se condamnant avec ces étiquettes-là, ou d'autres qui peuvent être liées, et qu'on va porter en se disant de toute façon, grosso modo, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme la majorité, donc il faut bien que je me trouve des nouvelles armes pour que ma carapace tienne le coup et que je puisse survivre. Et puis, heureusement, il y a l'élan de la vie qui est là, qui peut rester là, si on a quand même, je veux dire, la chance d'avoir eu, j'allais dire, le chêne, c'est-à-dire l'esprit de vie hein, qui nous est légué à la naissance. C'est ce qu'on décrit en médecine chinoise. On l'a tous, mais dans une certaine dose, on va dire, et puis ça va grandir plus ou moins selon nos circonstances de vie et puis nos choix. Mais je suis convaincue que si on a à un moment donné quand même eu cet éclair, cette perception d'autre chose que de la souffrance et de la survie, alors on peut reconnecter à ça et le faire grandir à nouveau. Mais ça demande de s'ouvrir. Donc pour moi, c'est un cheminement spirituel en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'on va s'engager dans une voie religieuse, qu'on va se rattacher à une tradition spirituelle ou quoi. Pas forcément. Ça veut dire qu'on va se décentrer et enfin reconnaître qu'on n'est pas responsable de tout, qu'on ne contrôle pas tout et que la vie est là pour nous aider. C'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement d'ouverture et d'embrasser ce qui se présente, de ne pas rester tout seul avec l'idée que ça doit être comme ça et puis je dois lutter. Dans mon cas, je considère que j'ai eu de la chance en quelque sorte parce que quand j'étais petite, j'ai quand même eu des expériences, je ne sais pas si je peux qualifier ça d'éveil, c'est tellement galvaudé maintenant, mais en tout cas des expériences vraiment de foi et de transcendance grâce à la voix en particulier, au chant, où j'ai senti vraiment l'ouverture, la reliance, l'immensité en fait que ça me procurait,
qui fait que malgré cette dépression infantile que j'avais, ces angoisses existentielles, et par la suite en tant adulte, cette confrontation au fait que je ne peux pas être adulte, en fait, j'ai pas les codes, je ne peux pas m'adapter, je ne peux pas jouer le jeu de la comédie sociale, et tout le mal que je me suis fait, hein, les conduites que j'ai eues pour me saboter, pour me faire du mal physiquement et mentalement. Malgré tout ça, j'ai toujours eu cette foi qu'il y avait autre chose, et parce que j'avais vécu autre chose, même de façon fugace. Donc, évidemment que ça demande un travail sur le corps aussi, parce que si on en reste à la tête, et si aussi on se dit tiens je fais quelque chose de spirituel mais qu'on reste dans la tête, ça ne peut pas marcher. Donc le retour au corps, retrouver ses sensations, apprendre à se poser dans l'espace, à travailler notre proprioception, l'interoception, peu à peu redévelopper l'intuition plutôt que la peur, parce que souvent on confond l'intuition et la peur. Ça nous remet en contact avec cet invisible qui est tellement prégnant, pourtant tellement présent. Ça nous remet en contact avec plus grand que nous. Donc il y a un cheminement spirituel qui, à mon avis, se fait naturellement. À un moment donné, en fait, si on ne veut pas sombrer, et en tout cas que j'ai vu avec le recul chez d'autres personnes, et que je vois encore maintenant, parce que c'est vrai que depuis, je sais pas, peut-être 10-15 ans, on fait florès de tout ce qui est surdouance, l'autisme étiqueté de haut niveau, l'hypersensibilité, en fait tout ce qui en fait revêt de manière, c'est un amalgame, hein, fourre-tout, mais je n'exprime pas un avis ici, juste ce que je constate en fait, un amalgame en fait de dénominations dans lesquelles les gens se retrouvent aussi parce qu'il y a un mal-être par rapport au fonctionnement de la société. Et aussi parce qu'il y a une reconnaissance que, oui, j'ai des particularités, des singularités qui n'ont jamais été reconnues, qui font que j'ai vécu dans la peur et tout. Et dans le sentiment d'être profondément inadéquat, qui évidemment génère de la honte, mais à un niveau profond, c'est juste terrifiant, parce que quand on en est à ce point-là, en fait, on ne s'autorise plus à vivre, hein, tout simplement. Rien ne marche avec nous, en fait, on pose problème à tout niveau. Et donc, toutes ces sphères-là qui vont émerger peu à peu, en tout cas quand j'y assiste, quand je regarde ce qui se passe, je vois des interactions et tout, à un moment donné il y a toujours cette question-là qui se pose en fait, que ok, il y a peut-être quelque chose de plus grand en fait auquel on n'a pas pensé. Alors, on n'est peut-être pas tout seul, parce qu'il y a peut-être une aide qui vient de l'univers ou de Dieu, la source selon comment on dénomine ça, mais le cheminement spirituel il vise avant tout à remettre de la vie dans la vie, à suivre notre propre souffle. Donc c'est pas quelque chose d'éthéré, de désincarné, c'est quelque chose de profondément somatique. Ça se fait vraiment dans la chair en fait. Et en fait on peut pas, si on dissocie les deux, ça peut pas marcher. Donc une des chances que j'ai eues moi, c'est que j'ai commencé le yoga quand j'avais 10 ans, donc j'étais vraiment petite, j'étais encore en plus vraiment malléable, hein. On sait que maintenant le cerveau il continue à maturer jusqu'à moins 25 ans, donc tout ce qui s'imprègne à ce moment-là, même si ça dure pas très longtemps, ça ouvre à autre chose. Et puis j'ai commencé à méditer quand j'avais 18 ans. Et là, pour le coup, très clairement, même si j'avais déjà un background, on va dire, en ésotérisme, en spiritualité, en naturopathie, en yoga, je savais faire plein de choses. Déjà, j'ai beaucoup de connaissances sur comment bien manger, comment bien respirer. J'adorais comparer les religions, donc j'avais vraiment plein d'outils, mais c'était impossible à cet âge-là de les intégrer, et j'avais pas reconnu mes propres blessures, bien sûr. Donc, j'ai utilisé la méditation en premier lieu pour me libérer de l'anxiété. Donc je me revois encore dans ma chambre le matin avant d'aller à la fac, avec mon petit bouquin, en lisant les quelques instructions, lignes phrases, le reposer, m'asseoir, et puis méditer, quoi, et faire ma prière. Et pour moi, c'est ce que j'appelais la foi superstitieuse. Après coup, j'ai appelé ça la foi superstitieuse, c'est-à-dire croire qu'il y a quelque chose qui va me sauver. Donc ça me permettait de tenir, de respirer, mais c'était largement insuffisant, évidemment. Mais beaucoup de personnes, je pense quasiment tout le monde en fait, rentre dans la méditation, dans les pratiques spirituelles, par cette porte-là de l'anxiété, de la honte, du désespoir, de la perdition. Et c'est normal dans le sens où finalement l'appel à plus grand, l'appel de Dieu, l'appel de la vie, ne peut se faire qu'à partir d'un endroit fracturé, fissuré. Hein. Comme on dit, c'est dans les failles en fait que se trouve la lumière. Donc c'est un endroit d'ouverture. Après, je veux dire, là où ça se joue, c'est ce dont je parle aussi dans le livre par rapport à mon vécu à travers la phobie sociale et les interactions que j'ai pu aussi avoir avec d'autres personnes souffrant de phobie sociale à cette époque-là. La ligne de démarcation se situe dans la résistance qu'on va avoir. C'est-à-dire que
ok, effectivement, je vais pouvoir à un moment donné un peu switcher et considérer que les autres ne sont pas non plus que responsables de la peur, ils peuvent aussi m'apporter autre chose et moi aussi je suis capable et je peux vivre dans la joie. Ou est-ce que je vais rester resserrée et refuser en fait, refuser l'idée que les choses peuvent aussi être faciles et agréables et joyeuses et légères. Et ça, somatiquement, ça se travaille en fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que je transmets et que j'expérimente aussi. À partir du moment où on peut à la fois s'ancrer, donc vraiment revenir à l'élémentaire et ne pas s'échapper dans le mental. Mais on peut aussi alléger grâce au travail sur la voix. Vraiment, le chant apporte de la légèreté dans le corps et dans le cœur. Alors, on refait ce trait d'union entre terre et ciel où on est à la fois bien ancré et on peut se déployer. L'image de l'arbre est aussi très puissante à ce niveau-là.